Bien, nous allons démarrer cette troisième table ronde centrée sur l'identité. Et pour ça, je vous demande d'accueillir un écrivain de langue française qui nous fait le grand honneur d'être avec nous aujourd'hui, monsieur Renaud Camus. Et pour l'accompagner dans cette table ronde, deux autres éminents représentants de cette génération 2013 que nous aurons l'occasion de présenter, Julien Rochdy et Damien Rieu. Bien, je vous propose de vous asseoir et donc puisque, comme nous l'avions fait sur la première table ronde, il est un autre visuel viral, lui aussi, qui permet de travailler dans ces failles ouvertes du système médiatique dont nous parlait Robert Ménard, c'est cette fameuse vidéo « Qu'est-ce que être français ?» qui tutoie désormais le million de vues sur la toile et que nous allons revoir pour le plaisir tous ensemble. Non, non, chers amis martiens, tout le monde n'est pas français. Être français suppose une alchimie merveilleuse. Être français, c'est être de langue française. La langue française, notre mère, est le merveilleux outil d'exercice de notre intelligence et de découverte des humanités. Un Français, c'est un Européen d'expression française. Être français, c'est appartenir à une lignée qui vient du fond des âges. Le peuple français demeure l'héritier des Gallo-Romains. Selon le grand démographe Jacques Dupaquier, la composition ethnique du territoire national est restée quasiment inchangée jusqu'au début des années 1970. Être français, c'est appartenir à une civilisation, la civilisation européenne et chrétienne. Être français, c'est partager la mémoire des poèmes homériques, des légendes celtes, de l'héritage romain, de l'imaginaire médiéval, de l'amour courtois. Que l'on soit chrétien ou non, les valeurs chrétiennes du monde sont un élément de l'identité française. Être français, c'est partager une histoire, une mémoire. Être français, c'est partager la fierté de la grande épopée nationale, de la monarchie, de l'Empire et de la République. La patrie, c'est la terre et les morts. Être français, c'est partager l'amour d'un territoire, de ses terroirs différents, de ses paysages variés, de ses hauts lieux merveilleux. Être français, c'est partager des musiques et des sons, de la lyre à la cornemuse, du piano à la guitare, de l'accordéon à l'orchestre symphonique. Être français, c'est partager des goûts et des odeurs. Être français, c'est partager à table des moments de bonheur. Être français, c'est partager le désir de vivre ensemble. Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent, avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple, selon Renan. Être français, c'est allier la puissance et les arts. C'est aujourd'hui réussir la synthèse entre la performance technique et un certain art de vivre, qui laisse une place au beau, au léger et au sensible. C'est cette voie que suivent aujourd'hui les cadres et ingénieurs français partout dans le monde. Être français, c'est une identité singulière qui donne du sens dans le grand fracas du monde. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Charles de Gaulle. Écoutons aussi Renan, le chant spartiate. Nous fûmes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes, et dans sa simplicité, l'hymne abrégé de toute patrie. Bien, nous allons démarrer cette table ronde consacrée à la thématique du grand remplacement et du réveil des identités et comment, le mieux possible, se placer en dissidence sur ce remplacement qui nous attend. Et pour commencer, je demanderai donc à Gabriel son petit billet de présentation de notre invité principal, Renaud Camus. Donc Renaud Camus, écrivain réputé, belle plume reconnue, qui n'a pas été touché par ses récits de voyage. Rien ne vous forçait à dire non.
Rien ne vous forçait à dire non, comme Robert Ménard, du reste. Non au changement de peuple et de civilisation. Vous pouviez rester bien tranquillement là où vous étiez avec votre rente de situation. Et vous avez dit non. Vous êtes à l'origine de vous êtes l'auteur de cette formule qui a fait Flores, le grand remplacement. Et il est vrai que par un réflexe un peu pavlovien, le nom de Renaud Camus est maintenant associé à ces deux mots de grand remplacement. On peut le déplorer quelquefois parce qu'on se dit que les médias écrasent un peu ainsi le reste de votre œuvre littéraire. Mais finalement, en vous roulant, vous réduire à Monsieur Grand Remplacement, ils vous ont involontairement fait beaucoup d'honneur, qu'à forcer de constater que la vie politique, intellectuelle et culturelle, que l'actualité tragique même, peuvent être résumées aujourd'hui par ces deux mots. Donc loin, vous êtes peut-être Monsieur Grand Remplacement, mais vous êtes surtout Monsieur Grand Discernement, et avant tout le monde. Comme je l'ai demandé aux autres, je voudrais savoir quel est pour vous le fait, l'élément qui a fait que vous êtes rentré dans cette dissidence, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Écoutez, si vous voulez bien me le permettre, je mettrai une légère protestation sur le « avant tout le monde ». Non, pas avant tout le monde. Il y a eu des prophètes de malheur, enfin des prophètes du malheur remarquables bien avant moi. Et il y en a deux auxquels je ne cesse de rendre hommage parce que j'ai pour leur vision d'avenir la plus grande admiration, qui sont Jean Raspail, évidemment. Le camp des saints est très antérieur à tout ce que j'ai pu écrire sur la question. Et comme j'ai tendance à poser la question de façon internationale et européenne, je crois que c'est l'Europe qui est soumise au changement de peuple et de civilisation. Il y a aussi, dans un genre très différent de Jean Raspail, Enoch Powell et son fameux discours et l'ensemble de ses œuvres. Donc je ne peux pas tout à fait assumer le rôle écrasant de pionnier en la matière. D'ailleurs, je n'y tiens pas, je ne veux pas prendre des titres qui ne me reviennent pas. Vous demandiez pourquoi ça m'était venu. En effet, je suis le premier à reconnaître que c'est tout à fait paradoxal, car je suis la dernière personne qui soit faite pour jouer le moindre rôle politique, pour prendre la parole dans des discours, dans des meetings, pour être président d'un parti et maintenant de deux mouvements. Tout ça m'est totalement étranger et je n'ai ni la vocation ni le talent pour le faire. Je le fais par désespoir. Je suis devenu... Moi, je ne suis en aucune façon chauvin. J'aime autant la poésie anglaise que la poésie française. Je crois que si on ne pouvait en garder qu'une, je garderais plutôt la musique allemande que la musique française, quoique j'aime beaucoup la musique française. Je suis un admirateur passionné de l'architecture italienne. Enfin, je ne suis vraiment pas chauvin de nature. Je suis devenu... patriote et champion, un des champions du non, par révolte contre les atteintes à la liberté. Et c'est à partir du moment où on a voulu m'interdire d'être français, d'être patriote français, que je le suis devenu passionnément, par refus de cette contrainte et par conscience du mensonge qui pesait sur nous. Je trouve que nous vivons dans une société du mensonge total, ce que je me suis permis d'appeler le faux, c'est-à-dire le réel inversé, le faux sel qui est au réel, ce qui est le mensonge et la vérité. Le faux sel, c'est, oui, le règne du faux, et je crois que nous vivons dans un monde du mensonge permanent, comme le montrent tous les mots qui nous environnent et qui sont tous plus mensongers que les uns que les autres. Vous les connaissez tous aussi bien que moi. Vous savez qu'un jeune ne veut pas dire un jeune. Vous savez que populaire, c'est un des plus tristes, veut dire, par exemple, dans un quartier populaire, c'est un quartier d'où notre peuple a été chassé, d'où il n'est plus présent, où on ne le rencontre plus. Un quartier populaire, c'est un quartier qui a déjà été soumis au grand remplacement. Il y en a un que j'aime beaucoup depuis 3 jours. Enfin, c'est une découverte récente. Peut-être le connaissiez-vous plus avant, mais il y en a un que je trouve magnifique, qui est tout à fait de cette semaine-ci. J'ai lu dans les journaux, je crois que c'était dans le Parisien libéré, où on parlait, je trouvais ce titre absolument merveilleux, c'est très triste, mais ça m'a fait beaucoup rire. Et on s'inquiète
d'une montée du sentiment religieux à la RATP. On voit bien, n'est-ce pas, toutes sortes de catholiques intégristes débarqués de Saint-Nicolas du Chardonneret qui font des messes sauvages de Saint-Pie V sur les quais de Maubert Mutualité. Donc, vous me demandiez pourquoi je suis devenu passionné du non et du refus, et du grand refus. C'est par refus du mensonge, du faux et du discours interdit. Je me suis toujours porté là où les discours étaient impossibles. Et l'un des discours les plus impossibles, c'est évidemment celui qui porte sur l'identité nationale, que vient d'illustrer ce film magnifique et qui a un si légitime succès. Alors, Renaud Camus, quand nous avions préparé cette intervention, vous m'avez dit, voilà, moi j'ai envie d'intervenir autour d'un mot qui est honni, qui est un mot qui est interdit depuis longtemps et qui porte en lui-même tous les symptômes de la dissidence. Je veux parler du génie de notre race. Absolument. Ben, vous placez d'emblée la barre très haut. Oui, il y a des années que je tourne autour de ça. Et je me suis décidé, mais je ne savais pas que vous me prendriez à ce point au mot, c'est le cas de le dire. Mais oui, alors j'assume maintenant le mot race, qui est, je crois, est le point sensible du mensonge absolu. Le mot race a été abandonné à deux espèces dont la ressemblance s'avère chaque jour davantage, qui sont les racistes et les antiracistes, qui, contrairement, ont la même conception, la même définition que je trouve absolument absurde, pseudo-scientifique, du mot race. Or, le mot race est un des mots les plus anciens de notre langue, les plus littéralement inscrits dans notre langue. Tous les grands écrivains français en ont usé, dans un sens qui n'a rien à voir avec une petite conception scientifique dont j'ai aucune idée, j'ai aucune connaissance biologique. On nous dit que les races n'existent pas. C'est absolument aussi absurde que de dire que les mythes n'existent pas. Enfin, le mot existe et il a recouvert dans notre langue 1000 choses différentes. On a parlé des rois de la troisième race. Dans Racine, le mot est 1000 fois présent. Des princes de ma race, illustre sépulture, là c'est la famille. Ça a été 1000 choses. Il y a une phrase sublime de Bernados que j'aurais dû... Je ne savais pas que vous alliez mettre cette question sur le tapis. J'aurais dû copier cette phrase qui est d'une beauté extraordinaire. Je vais la massacrer devant vous, malheureusement, mais comme toutes les phrases, les longues périodes de Bernanos, elle est d'une beauté extraordinaire et très émouvante. C'est... jadis, il y avait autour des enfants français penchés sur leurs devoirs et du jeune homme ivre de sa première sortie sous les marronniers en fleurs avec une jeune fille blonde, le grand murmure, le rêve profond de notre race. Je trouve, c'est encore beaucoup plus beau que ça, mais c'est d'une beauté extraordinaire. Et je pense que le piège dans lequel nous sommes enfermés et nous fait refuser ce mot race, qui n'a pas du tout le sens que les racistes et que les antiracistes veulent lui donner, et qui est un mot beaucoup plus beau. Alors, par précaution oratoire, on veut nous envoyer ethnie. Il faudrait dire une ethnie. Mais une ethnie est un mot pseudo-scientifique du 19e siècle qui a ses mérites scientifiques, je n'en doute pas, mais qui n'a aucune vertu littéraire, qui n'est pas ancrée dans notre langue et dans la poésie de notre langue, parce que le mot race est chez tous nos écrivains. Il est chez Chateaubriand, il est chez Ronsard, et il est absolument partout, dans des acceptions qui sont d'ailleurs très voisines de celles qui est développée dans ce film, c'est-à-dire qui sont liées à la littérature, à la beauté sensible du monde, au territoire, à l'appartenance au paysage, aux arts, à la musique française que j'aime beaucoup malgré ce que j'ai dit précédemment, et je décidais, puisque le gros avantage de ma situation, c'est que je n'ai absolument plus rien à perdre.
je n'ai plus d'éditeur, je n'ai plus de profession. Ça peut être un peu embarrassant pour certaines questions, mais c'est très agréable conceptuellement, si j'ose dire. On se sent merveilleusement libéré de n'avoir plus rien à perdre. Et donc, comme je n'ai plus rien à perdre, j'ai décidé, en effet, d'assumer le morasse, de dire que ces gens nous embêtent, de vouloir nous interdire tel mot et tel mot, et que ce qui a été assez bon pour Racine, pour Barrès et pour Bernanos est aussi bien assez bon pour moi. Alors, pour lancer la discussion entre vous, messieurs, je vais présenter désormais à ma gauche immédiate donc Julien Rochdy. Julien Rochdy est aujourd'hui polémiste. Il avait été directeur national du Front National de la Jeunesse et il s'en était retiré pour justement des motifs de conviction qu'il aura l'occasion probablement d'exposer. En tout cas, celles autour desquelles il écrit aujourd'hui, et notamment sur cette notion de communautarisme et sur la nécessité que nous avons, nous, de trouver les solutions, de nous regrouper. À gauche de Renaud Camus, donc Damien Rieu. Damien Rieu, qui est, j'ai pas fait les comptes, mais qui est peut-être notre Benjamin de la journée, mis à part la jeune infirmière que nous avions eue tout à l'heure. Jeune infirmière pour de la littérature, hein, tout s'est bien passé, n'ayez crainte. Donc Damien Rieu, lui, est un militant de haut vol. Il a été longtemps porte-parole de Génération Identitaire, et c'est surtout à lui et à son équipe que l'on doit un certain nombre d'excursions particulièrement médiatiques. Je pense à l'occupation de la mosquée de Poitiers, qui avait été citée par... c'est lui, voilà. Et également d'autres manifestations du même type avec des opérations d'aide aux sans-domicile fixe, Génération Solidaire, avec également des opérations contre un quick halal ou également l'occupation du siège du PS lors de la manif pour tous, qui avait mis en émoi toute la préfecture de police. Et vous imaginez, on n'en fera pas le détail aujourd'hui, et puis c'est un garçon discret, mais vous imaginez que derrière cela, il y a aussi des conséquences judiciaires et des procès qui sont en attente, donc qui font partie des lourds inconvénients de la dissidence. Alors peut-être pour commencer avec vous, si vous le souhaitez, Julien Rochdy, nous présenter peut-être l'état de vos réflexions sur la nécessité et les moyens que nous avons à trouver pour nous regrouper. Bonsoir à tous, je vais devoir le faire rapidement. L'immigration massive que nous connaissons depuis 30 et 40 ans ont conduit à des bouleversements immenses au niveau national et de ce que nous connaissons au niveau des équilibres nationaux que nous connaissons. Ces déséquilibres-là, ces mouvements de population, on a pu les connaître à la fin de l'Empire romain lors de ce qu'on a appelé les grandes migrations, des mouvements qui ont été inexorables et surtout irrépressifs. Aujourd'hui, ces changements s'expriment par une hétérogénéité des populations, au point que tout ce que nous connaissions jusqu'alors, c'est-à-dire des États qui étaient fondés, basés sur des populations, sur un peuple, comme l'État français qui était basé sur le peuple français, l'État allemand qui était basé sur le peuple allemand, et ainsi de suite, tout cela a volé en éclats avec les nouvelles conditions dans lesquelles nous devons exister aujourd'hui. Ce qui fait par exemple qu'un Français de souche, qu'un Français d'origine européenne a aujourd'hui moins de rapport en réalité avec son coreligionnaire malien immigré qui vient juste de se faire nationaliser qu'avec plutôt un Italien d'origine européenne ou un Allemand d'origine européenne. Et de la même façon, cet immigré malien qui vient de se faire franciser, enfin naturaliser français, a plus de rapport avec un autre immigré malien au fin fond de l'Allemagne qu'avec un Français d'origine européenne, par exemple. Le problème que nous vivons actuellement, c'est que les États sont encore basés sur leurs vieux principes et pensent encore qu'elles sont établies sur un peuple, alors qu'en réalité, elles sont établies sur des populations. Cela change beaucoup de choses. Et face à cela, il y a 3 types de réactions. La première, celle que nous connaissons classiquement, celle qui a voté François Hollande en 2012, c'est d'accepter cette propre disparition, d'accepter d'être dissous dans un monde multiculturel dans lequel les autres, parce qu'ils sont beaucoup plus agressifs, finiront par prendre le pas sur les vieilles populations. C'est ce que Renaud Camus appelle le grand remplacement. La deuxième solution, celle de beaucoup de Français aussi, de plus en plus en tout cas, qui prennent conscience que ce vivre ensemble est absolument impossible et est un cercueil, c'est de considérer que l'État va pouvoir être repris
que le pouvoir va être pris par des bons, par des gens intelligents, et qui vont rétablir une France homogène telle que nous la connaissions il y a 60 ans. Par deux solutions possibles, soit la réémigration, donc réémigrer 15 millions de personnes, soit l'assimilation de 15 millions de personnes. On pourra parler peut-être tout à l'heure de l'assimilation. Et la troisième solution, il y a d'autres Français qui considèrent qu'il faut plutôt aujourd'hui se concentrer sur l'essentiel. Et finalement, l'essentiel, c'est ce que nous sommes nous. Parce que la superstructure est une chose, les administrations, la France, l'État, mais il faut d'abord se concentrer plutôt sur qui a créé tout cela et qui est capable demain de le recréer. Ce qui compte, c'est les hommes, ce sont les individus, ce sont les Européens, les Français. Donc par conséquent, voilà l'état dans lequel nous sommes actuellement. Je crois que ce n'est pas une question de pessimisme ou de voir les choses en noir, c'est simplement d'être réaliste, c'est de considérer qu'il faut plutôt, en attendant demain, pourquoi pas, qu'on puisse réémigrer 15 millions de personnes ou assimiler 15 millions de personnes, qu'on puisse demain s'organiser entre nous pour pouvoir défendre ce qui est essentiel et ce que nous avons au fond de nous, plutôt que de courir après des chimères. Merci. Alors Damien Rieu, je viens de faire très rapidement l'inventaire de vos diverses excursions des trimestres et semestres précédents. Donc vous avez 26 ans, c'est très bien, c'est normal. Dans 10 ans, vous serez un peu calmé, tout ira mieux, non? Je pense pas, non. On verra. Alors expliquez-nous. Oui, moi, ce dont j'aimerais vous parler, c'est de la dissidence dans l'action et du rôle de génération identitaire dans ce domaine-là. Parce que bon, aujourd'hui, on est un peu entre nous, on parle dissidence, mais il faudrait faire attention, il faudrait veiller à ne pas rester dans l'entre-soi des dissidents. Et c'est un petit peu une peur que j'ai toujours. Restons connectés aux nôtres, d'autant que les nôtres n'ont jamais été autant d'accord avec nous. Je pense que c'est important, et qui plus est avec les derniers événements, et puis chaque jour au quotidien, on le voit bien. La dissidence, elle n'est pas seulement théorique, ça ne peut pas être uniquement une abstraction, une poésie, une posture. La dissidence, il faut aussi qu'elle s'incarne. Après, chacun son rôle, hein. Il y a des dissidents poètes, des dissidents écrivains, il y a des dissidents dans l'action, il y a des dissidents dans la réflexion, il faut de tout. Nous, notre rôle à nous, c'est la dissidence pour la jeunesse et la dissidence par l'action et la formation de cette jeunesse par l'action. Voilà, c'est le rôle de génération identitaire, c'est ce qu'on essaye de réaliser. Donc vous avez, comme vous avez rappelé tout à l'heure, en tête un certain nombre d'actions. Donc l'occupation de la mosquée de Poitiers, l'occupation du siège du Parti socialiste et du siège de l'UMP, ne les oublions pas parce qu'ils avaient oublié leur promesse sur le mariage pour tous, pas nous. Dernièrement, je voudrais rappeler une action sur le toit de la gare d'Arras après l'affaire du Thalys. On a une dizaine de militants qui ont déployé une banderole sur l'expulsion des islamistes et qui sont, et c'est scandaleux, toujours poursuivis pour ces faits-là. Après ce qui s'est passé vendredi, il va y avoir un procès, il va y avoir un jugement, et j'espère que vous serez de ceux qui les défendront et qui crieront au scandale pour ce jugement et ce procès qui va bientôt avoir lieu. Donc, il y a eu aussi l'occupation de l'ambassade de l'Union européenne à Paris. Et puis dernièrement, ça a moins fait de bruit, mais c'est tout aussi important, l'occupation d'un futur centre qui devait accueillir des Roms et des clandestins à Saint-Genis-Laval, et l'occupation d'une maison de retraite transformée en centre de clandestins en région parisienne. Ça, c'était encore tout frais, ça a encore 10 jours. Donc ça, c'est ce que vous voyez, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais avant tout, je dirais que les identitaires, c'est une école avec l'université d'été, auquel je pense le travail de Jean-David qui est là, il faut rendre hommage. 13 universités d'été, donc ça fait 13 ans qu'on travaille là-dessus. 850 jeunes qui sont passés, qui sont devenus des militants, des cadres formés, qui ont passé une semaine ensemble. Donc voilà, 850 jeunes en 13 ans, c'est un résultat qui s'inscrit dans la durée et je pense dans la qualité de plus en plus. Et à noter un résultat qui prend désormais une dimension européenne, puisque cela fait 2 ans que nous avons des Autrichiens, des Allemands, des Italiens qui nous rejoignent. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons un mouvement
les problématiques que nous rencontrons sont européennes. Nous avons un mouvement de jeunesse qui répond de manière européenne à ces questions. Il y avait encore 1000 manifestants à la frontière entre l'Autriche et la Slovénie dimanche dernier. Je crois qu'il y a un projet de manifestation quasi identique dans les jours qui viennent. Donc voilà, il y a un travail de formation, il y a une dimension européenne très forte, extraordinaire, qui s'est levée de manière quasi spontanée en Autriche, notamment avec des militants très intéressants. Donc une école de formation par l'action. Et je voudrais aussi évoquer un point, c'est que toutes les actions qu'on fait sont réfléchies, pensées, elles s'inscrivent dans un calendrier, on choisit nos cibles de manière stratégique, on choisit notre timing, notre méthode d'action. Pourquoi on fait des occupations, par exemple? Pas pour le plaisir, il y en a qui nous disent « ouais, c'est toujours la même chose, vous occupez », mais occuper, ça permet de garder à distance tout conflit physique avec les éventuels opposants à cette occupation, avec les forces de police, ça permet d'attendre que le buzz médiatique monte, ça permet, voilà. Donc voilà pourquoi on fait des occupations, et ces occupations, c'est pas uniquement agir pour le plaisir d'agir. Ces occupations, elles sont là pour transmettre des messages, donc des messages qu'on inscrit, qu'on veut le plus simple possible, des messages aux nôtres, à notre peuple, donc c'est des messages qui sont simples, qui sont directs, et on essaye aussi de forcer les médias à parler de sujets qui nous semblent essentiels et de sujets qui ont été trop longtemps occultés. On les oblige à parler de ces sujets-là. C'était le cas de la mosquée de Poitiers, obligé de parler de l'islamisation. On défendait un utopique référendum sur la construction de mosquées, mais c'était plutôt pour dénoncer l'islamisation. Donc voilà, on essaye de porter les sujets essentiels sur la table via ces actions médiatiques. Donc après, c'est aussi du militantisme classique que vous avez tous connu ou auquel vous participez tous encore, collage, voilà, des opérations. Mais il y a une autre dimension qui me paraît intéressante de présenter, c'est tout le travail métapolitique, puisque nous sommes engagés donc, dans le sport, il y a de nombreux clubs de sport. Génération solidaire, donc dans l'aide de nos SDF, nos Français de souche qui sont totalement abandonnés, qui ne peuvent plus accéder aux centres d'hébergement pris par les clandestins ou les immigrants, les migrants aujourd'hui. Donc ça, c'est une action qu'on fait effectivement chaque année. Il y a aussi des manifestations culturelles, une maison d'édition, et puis c'est aussi se réapproprier des lieux, parce qu'on n'a pas assez de lieux de vie. Notre pensée, nos mouvements patriotes n'ont pas assez de lieux de vie. Donc nous, on essaye de travailler sur le concept des maisons de l'identité, des lieux où on peut se retrouver, où on peut développer des associations, des rencontres, faire des conférences. D'ailleurs, nous avons le plaisir de recevoir M. Camus, M. Ménard, avant qu'il soit maire, était venu nous voir à Lyon. Donc on en a à Lille, à Rouen, à Nice, à Paris et à Lille et à Lyon, voilà. Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais présenter des aspects essentiels de Génération Identitaire. Beau boulot, merci. Alors, peut-être une première question à vous trois, et puis peut-être spécifiquement à Renaud Camus et Julien Rochdy. Renaud Camus, vous avez dit, voilà, ça tombe bien parce que je n'ai plus grand-chose à perdre aujourd'hui. Dans l'exposé des trois situations, des trois solutions, Julien Rochdy disait il est illusoire d'imaginer que nous allons pouvoir reconstruire ce qui était avant, et il faut bien distinguer le peuple et la superstructure. J'ai envie de dire, quand on va rentrer en dissidence, qu'est-ce qu'on est prêt à perdre? Qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner? Qu'est-ce qu'il faut garder? Ça, je pense qu'on voit à peu près tous, mais jusqu'où on est prêt à céder, à perdre ou à abandonner de ce qui nous était cher? Je ne sais pas qui de vous deux veut commencer. Bon, d'abord, je vous prie de m'excuser, comme j'ai l'esprit de l'escalier, je reviens un peu sur le thème que j'avais abordé précédemment au sujet de ce mot race, dont il ne faut pas s'effrayer. Quand les antiracistes essayent de nous persuader, quand on parle de la race, on pense à je ne sais quel Vacher de la Pouge ou les gens comme ça, mais pas du tout. Moi, je pense, alors je vous ai cité des références littéraires, mais je pense surtout à des références politiques. La phrase fameuse de De Gaulle qui a été citée dans le film là. Et je me souviens très bien, jeune homme à l'école des sciences politiques, d'avoir entendu Georges Pompidou parler du génie de notre race et aussi des faiblesses de notre race, très sensiblement, dont il soulignait qu'elles avaient déjà été soulignées par Jules César dans la conquête des Gaules, et qui sont le génie de la division. Et c'est pour ça que je ne cesse d'appeler à l'union de ces tribus gauloises au sens qui peut s'élargir indéfiniment,
je tenais à dire ça. Mes références ne sont pas du tout scandaleuses, même politiquement. Elles sont De Gaulle et Georges Pompidou. Je pense que Georges Pompidou est éminemment rassurant. Du coup, j'ai oublié votre question. Qu'est-ce qu'on est prêt à perdre ? Alors, ce qu'on est prêt à perdre, en l'occurrence, à peu près tout dans mon cas, mais je pense que quand on utilise ce mot de dissidence, la plupart des gens pensent très légitimement, et c'est une chose extrêmement réconfortante, je trouve, pleine d'espérance, qui donne de l'espérance, la dissidence dans l'esprit de beaucoup de gens. Les dissidents, ce sont les dissidents de l'Union soviétique. Or, je crois qu'il y a une très profonde ressemblance entre la situation de l'Union soviétique et celle de ce que j'appelle, moi, dans mon langage, puisque c'est maintenant tout un ensemble, le bloc remplaciste, c'est-à-dire ceux qui veulent le grand remplacement. Le bloc remplaciste qui, évidemment, ne fait aucune distinction entre les remplacistes de gauche et les remplacistes de droite. D'ailleurs, les remplacistes de droite ont assumé la chose, puisque leur parti, ses initiales sont LR, qui veut dire manifestement les remplacistes. Donc, ils ne sont pas moins... Je suis très profondément persuadé que la ligne de fracture essentielle, la seule qui compte dans la situation tragique dans laquelle nous sommes, est celle qui sépare les remplacistes des anti-remplacistes. Et cette ligne passe même, d'ailleurs, je crains, à l'intérieur du Front National. Oui, la référence à l'Union soviétique est extrêmement réconfortante, je trouve, parce que les dissidents qui ont, alors pour le coup, vous demandez ce qu'on est prêt à perdre, à peu près tout perdu. Et je veux bien admettre que jusqu'à présent, c'est un peu moins rigoureux peut-être que ce que subissaient les dissidents dans l'Union soviétique. On n'est pas, à ma connaissance, personne n'a été jusqu'à présent torturé, mais enfin quelques personnes ont été internées. Nos amis identitaires subissent une persécution juridique constante. Moi-même, je suis exposé à des poursuites qui n'en finissent pas. Mais ces malheureux qui ont tout perdu ont fini par vaincre parce qu'ils avaient quelque chose qui est aussi dans notre arsenal à nous. Et cette chose très puissante, c'est la vérité. Je me répète, je crois que le point commun entre le monde soviétique et le bloc remplaciste, c'est qu'ils sont construits sur le faux. C'est une société complètement fausse, mensongère, où tout est faux, tous les mots sont faux. Je vais vous en citer quelques-uns. Peuple, populaire, religion maintenant, jeune, tous les mots sont mensongers et trompeurs. Le plus trompeur de tous et le plus douloureusement trompeur à mes yeux étant celui de français. Je dois dire que je frémis chaque fois de fureur quand nous apprenons qu'un Français a été blessé en Syrie dans les rangs de Daesh, ou qu'un autre Français, ou d'ailleurs un Belge. C'est aussi à la fois tragique et comique quand on apprend qu'un Belge, qu'on voit d'ailleurs, la photographie est très convaincante, on se rend compte à quel point le folklore belge a rapidement évolué. Flamand ou wallon ? Pardon ? Flamand ou wallon ? Oui, c'est la question à poser, flamand ou wallon. Mais je crains qu'il n'existe... Ce sont généralement des Belges du Sud, je crains qu'il n'existe désormais une troisième espèce. En tout cas, voyez comme le bloc soviétique, qui était construit entièrement sur le mensonge, comme le bloc remplaciste, s'est effondré d'un coup. Parce que tout d'un coup, ce ciment du mensonge a lâché sous les flammes de la vérité. C'est pour ça que ces combats qui sont si longs, si souvent décevants, moi je ne cesse de me désespérer quand je vois des réunions organisées par nos amis de riposte laïque, de résistance républicaine, ou même de nos amis du ciel. Enfin, c'est magnifique. Nous sommes 600, nous sommes 700, mais nous devrions être dans les circonstances actuelles quand le ciel organise une manifestation
contre le changement de peuple sur l'avenue Foch, mais à mon avis, l'avenue Foch devrait être noire de monde, de l'Arc de Triomphe au Bois de Boulogne. C'est très décevant. Et ce qu'on a à perdre, c'est aussi ça, la sérénité d'esprit, vivre avec cette déception permanente de voir que ce géant endormi, la France et cet autre, l'Europe, ne se réveille pas, quel que soit le tragique des circonstances, y compris les circonstances épouvantables que nous venons de connaître. Mais malgré tout, il arrive un moment, j'en suis persuadé, où la vérité fait s'effondrer d'un coup l'adversaire. Et telle est mon espérance. Alors Julien Rochedy, vous nous disiez, demain, notre espérance de demain sera nécessairement autre chose que ce que nous avons connu, et il faut nous préparer à abandonner un certain nombre de choses. Lesquelles, selon vous ? Ça me fait penser, juste là, vu qu'on parle de la dissidence dans l'Union soviétique, vous savez que quelques dizaines et centaines de Russes éminents avaient prévu la destruction de l'Union soviétique. Ils avaient commencé à se rassembler près d'un lac vers la Finlande. Ils se voyaient, donc beaucoup de dignitaires de l'Union soviétique, mais ils avaient compris que tout cela allait disparaître. Ils avaient commencé à penser le monde de demain, et ils l'ont pensé de telle sorte que ça a permis l'émergence d'un Poutine, par exemple. Donc c'est des questions que l'on doit étudier et penser. Sur les choses que l'on a à sacrifier, je ne sais pas, mais comment dire ? La question qui se pose aujourd'hui pour nous, c'est qu'on voit peut-être demain, en 2017, on verra peut-être demain 10 millions de personnes, 15 millions de personnes, supposons, allez, 10, 15 millions de personnes qui voteront Front National. Et l'on peut supposer que les gens qui voteront Front National sont précisément des Français qui n'ont pas envie de disparaître et d'être remplacés. Encore que, pour connaître bien l'intérieur du Front National, je peux vous dire que les choses sont plus compliquées. Mais supposons-le. Supposons qu'il y ait 10 millions de Français tels que vous, qui avaient pris conscience des choses et qui ne veulent pas être remplacés. Ces 10 millions-là seront toujours sujettes et victimes et tributaires des 40 millions autres. Est-ce que du coup, ces 10 millions vont devoir mourir, vont devoir se laisser abattre, au prétexte que de toute façon, ils sont minoritaires, et nous sommes déjà minoritaires en réalité. Nous parlons du peuple français depuis tout à l'heure, mais le peuple français n'est déjà plus qu'un concept. Parce que dans ce peuple, il y a un immense ventre mou de gens qui n'ont pas du tout conscience de ce dont nous avons conscience. Donc nous sommes déjà une minorité au sein de ce qui était autrefois un État-nation et une population, effectivement, un peuple. Nous avons affaire aujourd'hui à des populations, et je crois, pour répondre clairement, mais ça nécessiterait que je vous parle pendant 2 heures pour pouvoir me justifier, parce que vous allez me détester absolument quand je vais vous dire ça, je crois malheureusement que l'on va devoir sacrifier tout ce qui est de l'ordre de la grandeur nationale et de la grandeur française. L'État, avec ses administrations, avec son armée, avec le drapeau qui se projette jusqu'au fin fond du monde. Je crois que tout cela est d'ores et déjà une fiction, et je crois d'une manière générale que ce monde est mort, et que lorsque je vois quelque chose de mort, je sais qu'il va tomber, et je n'ai pas envie qu'il me tombe sur la tête. Donc l'essentiel pour nous est de créer des sanctuaires. Et j'ai grand espoir, parce que de ces sanctuaires-là, sortiront demain des jeunes gens qui rebâtiront des choses formidables. Je le crois vraiment, si vous voulez. Ces sanctuaires-là seront les pistes de lancement pour demain. Je me moque, moi, d'abandonner, même si ça m'attriste évidemment, d'abandonner tous mes rêves de grandeur nationale et patriote avec lesquels j'ai vécu par romantisme quand j'avais 14, 15 et 16 ans. Je m'en moque aujourd'hui, je suis arrivé à cet état d'esprit-là parce que je sais que mes petits-enfants le referont, et je vivrai ça avec eux, grâce à eux. Et ce qui compte le plus aujourd'hui, c'est que nous ayons des petits-enfants et des Français qui puissent recueillir un héritage et à qui on puisse transmettre. Et s'il faut pour cela faire sécession de tout le monde que nous connaissons, ben moi je suis prêt à le faire. Alors du coup, Damien Rieu, j'ai envie de vous poser la question. Vous qui travaillez à l'édification de vos contemporains avec ces formations et ces actions, est-ce que vous êtes en train de préparer un de ces sanctuaires, ou est-ce que vous êtes en train d'essayer de faire basculer la grande masse qui est apportée ou pas ? Alors vraiment, je partage pas tout à fait complètement ce pessimisme, notamment au niveau de la jeunesse. Je constate que... Je ne sais pas si c'est un pessimisme, hein, c'est une analyse différente, mais elle n'est pas réjouissante. Mais
Chez les jeunes Français de souche, je pense que nos opinions sont majoritaires. D'ailleurs, on le voit dans la montée du vote Front National chez les Français. Et donc, si on en déduit la part immigrée, on fait le calcul, on n'est pas loin des 40-50%. Hein, ça dépend comment on compte. Donc ça, c'est un premier point positif. Première chez les jeunes. Je crois que Marion est première chez les jeunes, là, en PACA, dans un dernier sondage. Donc, je suis pas... j'ai pas la même analyse de ce côté-là. Je crois en cette jeunesse, je pense qu'elle est avec nous. La jeunesse est majoritairement de droite aujourd'hui, il n'y a plus de jeunesse de gauche. Je la sens, moi je sens les choses du côté de la jeunesse. Je sens que c'est terminé pour la gauche définitivement. Elle est enterrée, elle est 6 pieds sous terre, elle est 130 pieds sous terre depuis vendredi. Et je pense que... Voilà, moi j'ai de l'espoir de ce côté-là et du côté de la jeunesse vraiment. Aussi, pour revenir à cette dimension européenne, le fait que des gens en Autriche qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam se retrouvent dans notre discours et défendent la même chose dans toute l'Europe. On a des gens on est confrontés aux mêmes problèmes, exactement les mêmes problèmes. Et c'est tellement... ça se lève, quoi. Moi, je pense que ça se lève. Les mouvements qu'on peut critiquer ou pas, mais PJDA, des dizaines de milliers de personnes, ce qu'on n'arrive pas à faire en France, hein, résolument. On n'arrive pas à mettre notre peuple patriote dans les rues. Et ben, c'est pas grave, il y a d'autres choses. Il est sur Internet, il est sur Facebook. Hein, les mouvements de jeunes, le FNJ comme Génération Identitaire, sont numéro 1 chez les jeunes sur Facebook. Par exemple, c'est des choses comme ça qui font... les sites patriotiques sont très très forts au niveau de l'audience. On est en train de ruiner, détruire complètement les médias. Il va rester quoi là après vendredi des médias? On les a pulvérisés sur leurs mensonges, avec tout le travail de F de Souche, de Polémia et tous ceux qui sont très vigilants sur les modifications de... Et de Boulevard Voltaire et de TV Liberté. Pardon, bien sûr. Là, quelle crédibilité ils vont avoir demain? Honnêtement, je crois qu'il ne restait plus qu'eux. Il restait que les médias. Il restait que la dissidence médiatique. Voilà. Et je crois que c'est fini. C'est fini pour eux. Qu'est-ce qu'il leur reste? Parce que peut-être que nous, il ne nous reste pas grand-chose, mais eux, qu'est-ce qu'il leur reste? Alors Renaud Camus, le hasard fait que vous êtes assis au milieu de nos deux invités. Donc, à entendre Damien Rieu, il faut donc être optimiste parce qu'effectivement, ça se lève. D'un autre côté, si on regarde les tout premiers sondages, on a l'impression que le PS reprend un peu du poil de la bête. Et on pourrait imaginer que, vu l'ampleur de la tragédie, le peuple se leva davantage qu'il ne semble se lever. D'un autre côté, effectivement, la position de Julien Rochdy attend à se dire préparons déjà le coup d'après, puisque le coup d'aujourd'hui est déjà perdu. Comment allez-vous, avec la sagesse qui vous est propre, arbitrer ce conflit? Alors d'abord, je ne suis pas sûr que je sois très sage. Si j'étais sage, je vous le confirme. Si j'étais sage, je ne serais pas là, ni vous non plus. Alors si j'ai le choix, je pense plutôt politiquement du côté de Damien Rieu, en effet, mais vous verrez, si vous me donnez un moment, qu'il y a quelque chose que je partage complètement avec Julien Rochdy. Je reviens, pardonnez-moi, mais j'ai vraiment épouvantablement l'esprit de l'escalier, c'est-à-dire je réponds toujours à la question antérieure. Mais quant à ce qu'on doit perdre, je vous engage très vivement tous à perdre quelque chose. Je suis très conscient de ce que l'engagement politique coûte dans les relations professionnelles, dans les carrières, dans les vies familiales, dans les amours quelquefois. Je sais qu'on risque de perdre des amis, des situations en s'engageant du côté qui est le nôtre. Mais je ne saurais trop vous y encourager. Et par exemple, j'y crois très fort à assumer votre nom. Pour des raisons complexes et nombreuses, j'ai une horreur des pseudonymes. Par exemple, sur les réseaux sociaux, je ne prends jamais les gens qui ont des noms qui ne tiennent pas debout. Et je ne prends que ceux qui assument leur nom et de préférence aussi leur visage, et les deux étant accordés. Mais voilà par exemple quelque chose où je sais très bien que ça implique des pertes. Mais il faut l'assumer. Et j'ai cru comprendre que ce qui retenait les gens, c'est personne ne veut être un monstre. Or, tout est fait pour nous faire croire que nous sommes des monstres si nous prenons position de ce côté-là. Mais pas du tout. Il faut être très conscient que la morale est de notre côté. Et la morale, c'est nous, ce n'est pas eux. D'abord parce que nous avons la vérité de notre côté, et la vérité est une valeur morale de tout premier plan. Et eux, ils mentent constamment. La morale est avec nous. La morale est également avec nous,
parce que ce que j'appelle le remplacisme, parce que le grand remplacement se décline en remplacisme, anti-remplaciste, remplaçant, remplacé. Le remplacisme est une théorie globale, une vision globale de l'existence, une idéologie. Et c'est une idéologie profondément immorale. C'est l'idéologie selon laquelle tout est échangeable. L'homme, la femme, les peuples, les objets, et même les hommes avec les objets. C'est une conception née de la révolution industrielle dans sa phase sénile et d'un mariage monstrueux entre la révolution industrielle dans sa phase sénile avec l'antiracisme dans sa phase également sénile. D'où est née cette monstruosité, le remplacisme, qui considère qu'on peut très bien tout échanger avec tout, y compris les peuples avec d'autres peuples, et avoir, par exemple, en France, un autre peuple que le peuple français, et ça sera toujours la France. Non, c'est une conception très basse de l'homme, et je le répète, profondément immorale, selon laquelle l'homme est remplaçable. Or, ce qui fait la dignité morale de l'homme, c'est très précisément qu'il soit irremplaçable. Et je suis d'accord là avec l'immoraliste, qui était en l'occurrence éminemment moral, André Gide, qui dit « Fais de toi, de chacun de toi, et je vous y encourage vivement, le plus irremplaçable des êtres. » Alors, merci. Gabriel, tu voulais intervenir ? Oui, parce que c'est Polémia, et nous sommes là un peu pour polémiquer, et c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour Renaud Camus et sa thèse du grand remplacement, mais nous avons quelques points de désaccord, et c'est vrai que je profite de cette occasion pour lui en exposer un, parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre. Je conçois et souscris absolument à son idée de grand remplacement, mais je me dis, pour être remplacé, il faut laisser la place. Si la place est prise, on n'est pas remplacé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même un enjeu démographique pour nous ? Est-ce que le peuple français, tel qu'il est actuellement, n'a pas le devoir d'avoir des enfants, parce que quand on est là, la place n'est pas libre par essence. Effectivement, c'est ce qui a été dit par Thibaut Degarde tout à l'heure. Je crois que Julien Rochdy a fait allusion aussi dans sa conclusion. Peut-être une réponse dans ce cas-là, Renaud Camus, et vous en profiterez pour dire du coup ce qui vous rapproche de ce qu'a dit Damien et ce qui vous rapproche de ce qu'a dit Julien. Très bien. Alors oui, mais alors là, je n'espère absolument convaincre personne. D'ailleurs, je n'ai pas vocation à convaincre qui que ce soit. Personne n'est moins militant que moi. Mais je vois très bien ce à quoi a fait allusion notre ami. Je comprends cette question. Mais moi, je n'ai pas une conception mathématique de l'homme. Bien entendu, je ne suis pas du tout contre le mariage et la reproduction. Je crois ça très nécessaire. Mais je suis aussi profondément écologique, et je crois que toute réflexion écologique est absolument sans signification aussi longtemps que n'est pas posée la question démographique. Et ça n'a aucun sens de s'interroger. Vous pouvez faire ce que vous voulez, tant qu'il y aura 7 milliards d'hommes sur la Terre, 8, 12, vous vivrez dans l'horreur absolue. Or, cette conception mathématique que je renie totalement est aussi liée à la dignité de la présence sur la Terre. Moi, je viens de traverser pour venir ici la moitié de la France, et je suis sorti à Orléans pour faire... parce que c'était un long voyage, pour faire une étape, et j'ai traversé le sud de la région parisienne, ces régions au nom si beau, enfin qui représentent tout ce qu'il y a de plus ancien dans notre culture, et qui sont des endroits monstrueux, d'une laideur absolument. Nous vivons dans la laideur. Nous devons aussi combattre pour la beauté. Quand l'attachement à la France, c'est à la France sensible, au paysage. Or, nous vivons dans la laideur, et cette laideur ne peut pas produire d'élévation spirituelle. Mon combat n'est pas anti-spiritualiste du tout. Il est au contraire éminemment spiritualiste, et je crois que la dignité de la présence est liée à la beauté et à la dignité de la présence sur Terre et des paysages, et de vivre dans la beauté. Nous devons à ces enfants, qui sont certes très nécessaires, nous devons la beauté, la possibilité de vivre dans quelque chose qui fasse honneur à leur présence et à leur existence. Un de mes combats est contre ce que j'appelle d'un mot très laid, mais la chose est très laide également, la banlocalisation du monde, c'est-à-dire son devenir banlieue. Je disais jadis banlocalisation, mais on m'a fait remarquer que c'était une erreur étymologique, puisque lieu dans banlieue n'est pas le locaux, mais l'unité de mesure. Donc c'est banlocalisation. Nous vivons dans un monde qui devient entièrement la banlieue. Et la banlieue de la ville, c'est aussi la banlieue de l'être.
Vous n'aurez pas des enfants qui seront de grands chrétiens et de haute spiritualité si vous les élevez dans ces endroits hideux. Entre le centre commercial et le McDonald's. Et je vous fais remarquer d'ailleurs que même les Français de souche, comme il paraît qu'il ne faut pas dire, n'ont jamais été si nombreux en France. La France a été une très grande puissance et sublime et ne produisant que de la beauté quand il y avait, comme on le sait notamment, 20 millions de Français sous Louis XIV. Louis XIV et 20 millions de Français, selon un titre célèbre. Je n'aspire pas à si peu, mais la France, on pourrait très bien être 40 millions ou 50 millions. Et en tout cas, si nous sommes 100 millions ou 120 millions, ça sera de toute façon l'enfer. Le combat écologique qui consiste, par exemple, à mettre partout des éoliennes n'est pas, selon moi, un combat écologique, parce que le combat écologique, il est aussi pour les paysages et pour la beauté. Il ne s'agit pas seulement de survivre, il s'agit de survivre dans quelque chose où la présence de l'homme est digne. Et c'est pour ça que je ne crois pas du tout qu'il faille imiter la folie de nos amis africains, quels qu'ils soient du Nord ou du Sud, qui se multiplient et qui ont 7 ou 8 enfants chacun. Il ne s'agit pas d'entrer en compétition sur ce point avec eux. S'ils veulent faire des enfants, qu'ils les fassent, mais qu'ils les fassent chez eux, qu'ils ne viennent pas les faire chez nous. Très bien. Alors... Merci. Du coup, comme l'heure tourne, je vais peut-être directement, dans ce cas-là, si vous en êtes d'accord, vous demander... Notre point commun, si vous permettez. Voilà, alors votre point commun, très rapidement, pour leur laisser à tous les deux le temps de répondre et de conclure. Notre point commun, qu'on a d'ailleurs souligné, parce que je dois vous avouer, vous le savez peut-être, que nous avons participé à un autre colloque aujourd'hui chez nos amis royalistes, et c'est là qu'est apparu le mot de sanctuaire. Et moi, je suis très partisan des sanctuaires, et je crois que les sanctuaires sont une des grandes raisons d'espérer. Il faut multiplier dans tous les domaines des sanctuaires. Il faut des sanctuaires pour l'école. Je suis même partisan d'une sécession scolaire tournée autour du désir de connaissance et de transmission pour les gens qui veulent apprendre. Pourquoi personne ne peut-on apprendre? Parce qu'on force les enfants à vivre avec des enfants qui ne peuvent ni ne veulent apprendre. Donc il faut des sanctuaires où il n'y ait que des gens qui veulent apprendre. Il faut des sanctuaires pour la culture, il faut des radios, des postes de télévision pour la culture et non pas pour la trahison comme le sont France Culture ou Arte, qui sont des forteresses de l'antiremplacisme et de l'inculture, où on ne sait même plus parler français et où on s'occupe de toutes choses qui n'ont rien à voir avec la culture. Il faut des sanctuaires pour la culture, il faut des sanctuaires pour la beauté, il faut des sanctuaires pour le paysage, des lieux où la banlieue soit tenue à distance. Il faut des sanctuaires pour la vie spirituelle. Et quand notre ami Rochdy, très légitimement, disait que dans cette situation qui ressemble si fort à la chute de l'Empire romain, nous devons placer notre espérance dans le féodalisme et tendre vers un nouveau féodalisme. Je suis tout à fait d'accord, mais évidemment tout le monde lui fait remarquer, et c'est la première chose que j'ai faite, que ça que ça implique un long bâillement de 6 ou 7 siècles. C'est un peu long à supporter. Mais qu'est-il s'est passé entre les deux? Il s'est passé justement que la civilisation occidentale a été sauvée contre les grandes invasions par les sanctuaires, qui en l'occurrence étaient très largement des monastères, des sanctuaires religieux, mais qui étaient aussi des lieux de conservation des œuvres. Toute la civilisation antique a perduré dans des sanctuaires. Donc nous devons multiplier les sanctuaires, que ce soit la famille, que ce soit les universités, que ce soit les musées, que ce soit les écoles, les chaînes de radio ou de télévision. Merci beaucoup, Renaud Camus. Donc du coup, je vais redonner la parole à Julien Rochdy pour qu'il puisse lui aussi s'exprimer, puis peut-être convaincre sur les points de désaccord son jeune camarade. Non, mais nous sommes d'accord avec Damien sur quasiment tout. D'ailleurs, je lui ferai remarquer que ce qu'il fait finalement avec Génération Identitaire et ce qu'il a pu faire, c'est justement aussi une certaine façon de créer des sanctuaires humains, et donc c'est extrêmement important. Bien entendu, je suis le mieux placé pour le savoir. La jeunesse est effectivement avec nous. Pour avoir été patron d'un mouvement de jeunesse, j'ai vu effectivement les effectifs se démultiplier à longueur des années. Et c'est vrai que la jeunesse française, comme a très bien dit Damien, a enterré, pour une grosse partie d'entre elles en tout cas, a enterré la gauche totalement, 36 pieds sous terre. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Après, bon, on pourrait discuter longtemps sur l'état le monde dans lequel cette jeunesse va arriver, où là, bon, on n'a peut-être pas le temps de parler de tout ça, je crois. Mais, et pour des raisons historiques, moi, je crois vraiment qu'il y a certaines morphologies politiques, que toutes les morphologies politiques, d'ailleurs, que nous connaissons, ont
une jeunesse, ont un âge mature et ont une vieillesse et une mort. Et je pense que nous sommes actuellement dans un état de mort, clairement, et que je ne veux pas être pourri par ce cadavre en décomposition que nous subissons. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en attendant, je crois que, comme l'a très bien dit Renaud Camus, je pense qu'il faut que nous nous organisions, parce que je ne veux pas que nos enfants soient dans les écoles de ce monde mort. Je ne veux pas que mes enfants et nous, dans notre vie, je ne veux pas que ma femme, ma copine, traverse des quartiers malfamés où elle risque de se faire violer ou agresser. Je ne veux pas. Je veux aussi vivre, oui, en sécurité. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu notamment vendredi dernier que l'État est de plus en plus défaillant pour nous sécuriser. Et donc il va falloir également s'organiser pour notre propre sécurité. Donc il va falloir nous organiser culturellement pour notre sécurité et pour notre avenir. Et je pense que c'est aujourd'hui, c'est peut-être pas extrêmement réjouissant comme perspective. Il eût mieux fallu Napoléon avec le drapeau et avec l'armée française et la République une et indivisible ou je ne sais quoi. Malheureusement, c'est le lot de notre époque, c'est le lot de notre génération. Il va falloir le faire. Mais encore une fois, ce n'est pas pessimiste parce qu'à la fin, je peux vous garantir, étant donné le potentiel extraordinaire qu'ont les Européens en eux, à la fin, c'est nous qui triompherons. Merci beaucoup. Et donc, prime à la jeunesse. Alors, le mot de la fin, Damien, à la fois pour répondre à ce que vous avez entendu et puis pour conclure, si vous le souhaitez, cette table ronde sur le réveil des identités. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va se mettre d'accord. Il faut créer des sanctuaires, mais il ne faut pas se sanctuariser. Pas encore. Il faut toujours rester tourné vers les nôtres, vers notre peuple, qui est en train de nous donner raison. Les philosophes nous donnent raison. On le voit, ce mouvement-là qui a 2, 3, 4, 5 ans. Les philosophes nous donnent raison. Les écrivains nous donnent raison. Enfin, ceux qui vendent des livres nous donnent raison, en tout cas. Les sondages nous donnent raison. La jeunesse nous donne raison. Et surtout, le réel nous donne raison. Alors, gardons espoir. Voilà. Merci beaucoup. Merci Renaud Camus d'avoir traversé toute la France et avec une journée chargée aujourd'hui d'être venu nous voir. Merci à vous aussi, Julien Rochdy et Damien Rieu, et on vous souhaite bon vent pour vos activités. On espère en apprendre bien vite d'autres occupations, d'autres présences sympathiques sur des toits avec des petits drapeaux et des mégaphones. En tout cas, merci pour cette table ronde. Allez, à gauche, à droite, comme vous voulez. Alors pour clore notre journée, j'ai le plaisir d'appeler, mais je vous ai dit il est monté avant que je l'appelle, donc Michel Geoffroy. Alors j'ai un grand plaisir de l'appeler pour la conclusion pour 3 raisons. La première, parce qu'il faut savoir qu'il fait à lui tout seul le boulot de 40 académiciens et il n'a pas d'épée. Mais c'est lui le principal rédacteur du dictionnaire de novlangue que Polémia a écrit, édité, réédité, et que le monde de la dissidence entier nous envie. Et donc vous pouvez le saluer pour cette constance et ce travail. La deuxième raison, c'est que on est ici entre nous, Robert Ménard l'a dit plusieurs fois, on peut donc trahir des secrets. Et figurez-vous que dans l'équipe de direction de Polémia, Michel Geoffroy, c'est le sage, c'est le températeur, c'est celui qui calme les excités. Et rien que pour cela, il mérite hommage. C'est très dur. Et c'est du boulot. Et la troisième raison, c'est que je pense qu'il a particulièrement travaillé sa conclusion d'une journée aussi réussie que celle-ci, grâce à vous, grâce à nos différents intervenants. Et donc, je brûle de l'entendre, ainsi que vous, pour conclure ce forum Polémia de la dissidence. Merci. Bien, mesdames, messieurs, c'est un grand honneur pour moi de conclure, au nom de la Fondation Polémia, cette première journée de la dissidence, compte tenu de la qualité des intervenants qui ont animé, tout au long de cet après-midi, les tables rondes et les débats. Mais c'est surtout un grand honneur d'être qualifié de dissident de nos jours en France et en Europe. Car nous avons vu cet après-midi, la dissidence, c'est avant tout une avant-garde. La dissidence mérite aussi notre respect, car à la différence des prétendus polémistes qui se donnent la réplique convenue dans les médias de propagande, les dissidents prennent des risques. Certes, pas ou pas encore les mêmes risques que les dissidents soviétiques, qui, eux, risquaient la balle dans la nuque, le goulag, l'hôpital psychiatrique ou l'expulsion.
Mais les dissidents européens courent déjà le risque de la diabolisation et des insultes médiatiques, de l'interdit professionnel, de la censure éditoriale, de la mise à pied, comme récemment Philippe Verdier, monsieur Météo de France 2, et de la répression judiciaire. Edward Snowden et Julian Assange craignent eux en outre pour leur liberté, voire pour leur vie, puisque les pays européens, dont les prétendues valeurs consisteraient à accueillir tous les réfugiés du monde, ont curieusement décidé de ne pas leur donner asile. Les dissidents prennent d'autant plus de risques qu'ils ne sont ni des hooligans, ni des marginaux. Ils se recrutent en effet dans toutes les couches de la population, et c'est bien ce qui inquiète l'oligarchie. Car il y a de plus en plus de dissidents de nos jours. Des dissidents civilisationnels, on vient d'en voir, qui refusent l'islamisation et le grand remplacement migratoire des Européens. Des dissidents intellectuels qui contestent les fondements de l'idéologie dominante libérale, libertaire et cosmopolite qui nous a été imposée. Des dissidents culturels qui refusent l'art déraciné marchand et ses profanations. Des dissidents scientifiques qui contestent par exemple le discours officiel sur le réchauffement climatique ou les lubies de certains écolos. Des dissidents politiques qui agissent sur le terrain comme Robert Ménard, comme ces maires qui refusent d'accueillir des immigrants illégaux, ou comme ceux qui ne se reconnaissent plus dans les partis institutionnels. Et vous avez vu, il y a même des indices de dissidence dans les partis établis, comme Nadine Morano vient de le montrer. Il y a aussi des dissidents militaires, comme le général Soublet, général de gendarmerie, qui a dénoncé le laxisme judiciaire et qui a été sanctionné pour ça. Il y a bien sûr des dissidents médiatiques, numériques, nous les connaissons, des dissidents éducatifs aussi, ceux qui s'en tiennent aux méthodes éprouvées, qui refusent le sacrifice des humanités, qui refusent l'éducation laxiste ou qui refusent la destruction de la famille. Il y a aussi des dissidents économiques qui contestent la doxa libérale, qui favorise une économie de proximité ou coopérative, et ceux qui choisissent aussi, hélas, de quitter notre pays surfiscalisé pour aller s'installer à l'étranger. Et puis vous tous, aujourd'hui, qui êtes là ce 21 novembre. Alors pourquoi y a-t-il de plus en plus de dissidents en France et en Europe de nos jours? Pour 3 raisons principales. D'abord, la dissidence s'affirme parce que la parole politicienne est aujourd'hui totalement déconsidérée en Europe. Elle est déconsidérée car la classe politicienne est coupée des réalités. Elle est déconsidérée parce que l'alternance ne signifie plus rien, puisque la plupart des États ont perdu leur souveraineté au profit des marchés financiers, des grandes entreprises mondiales, des pétromonarchies et de la bureaucratie bruxelloise. La dissidence s'affirme parce que les politiciens sont devenus un spectacle. Deuxièmement, la dissidence s'affirme parce que l'oligarchie précipite de plus en plus les Européens dans le chaos. L'Europe se trouve en effet à la convergence catastrophique de plusieurs fractures. Une fracture démocratique, marquée par une coupure croissante entre l'oligarchie européenne et les attentes de la population. Une fracture économique et sociale entre les gagnants de la mondialisation heureuse, cher à M. Strauss-Kahn, et ses perdants, les plus nombreux, et en particulier la classe moyenne européenne, qui a été sacrifiée au nom du dogme de l'ouverture des frontières économiques et de la dérégulation. Une fracture civilisationnelle et religieuse entre les Européens natifs ou de souche, qui se sentent de plus en plus étrangers dans leur propre pays, et les immigrants, principalement musulmans, qui se considèrent chez nous comme chez eux, avec les encouragements ostensibles des gouvernements européens. Une fracture géopolitique entre une Europe vieillissante, vassalisée et pour tout dire décadente, et le reste du monde, qui lui connaît au contraire dynamisme économique, vitalité démographique, puissance militaire et indépendance stratégique retrouvée. Enfin, une fracture civilisationnelle, nous en avons eu encore l'illustration tragique ce 13 septembre dernier, qui s'exprime dans la guerre ouverte que nous fait aujourd'hui l'islamisme, en Europe, mais aussi partout dans le monde, en Afrique, au Moyen-Orient. Un islamisme que les gouvernements européens, prisonniers de leur idéologie laxiste et immigrationniste, ainsi que de leur compromission, s'avèrent incapables de contrer efficacement. Nous sommes entrés pour cette raison dans une période apocalyptique de notre histoire, apocalyptique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire une période de révélation au plus grand nombre de ce qui était jusqu'alors caché par le système, par ses pompes et ses œuvres. La dissidence s'affirme parce qu'elle est la seule à exprimer le cri de douleur des Européens face à cette convergence chaotique des catastrophes.
À la différence de l'ex-Union soviétique, les dissidents européens rencontrent donc un large écho dans l'opinion, comme en témoignent par exemple les succès éditoriaux de livres partout en Europe, que ce soit celui de Thilo Sarrazin en Allemagne ou d'Éric Zemmour en France. C'est ce qui différencie les intellos médiatiques, genre BHL, des intellectuels dissidents. Les premiers sont coupés du peuple, les seconds sont en résonance avec lui. C'est pourquoi aussi le système a peur des dissidents. La dissidence s'affirme enfin parce que le système ne tolère plus aucune contestation de la part des autochtones et qu'il se radicalise. La prétendue société de l'information a débouché en effet sur l'interdiction de tout débat démocratique sur les questions de société. Car nous ne vivons plus vraiment en démocratie, mais en post-démocratie, une sorte de moulag de la consommation, de la désinformation et de l'individualisme manipulé, de l'idéologie du marché et des droits de l'homme. Pour cette raison, aujourd'hui, débattre des vérités officielles devient un acte de dissidence. Et pour cette raison, seule la dissidence permet encore le débat. Le système sent bien que la situation lui échappe et que les autochtones sont en train de se rebiffer. C'est pourquoi il se radicalise. Il se radicalise dans la répression politique et dans la fuite en avant dans la déconstruction de notre société, on dit modernisation en novlangue, et dans le grand remplacement des peuples européens qui est destiné à casser les résistances civilisationnelles à l'instauration de la marchandisation du monde. 2015 constitue sur ce plan un indéniable tournant dans la radicalisation du système. Radicalisation de la propagande d'État d'abord, avec 2 opérations majeures de désinformation. L'opération Je suis Charlie en France, suite aux attentats de janvier, et l'opération Eline Kurdi en Europe en septembre dernier. Ces opérations ont servi à chaque fois à sidérer l'opinion, dans le but de transformer la menace islamiste en attaque contre l'idéologie dominante, afin d'essayer de placer sur le même plan le terrorisme et la dissidence populiste. Transformer l'attaque d'immigrants contre les frontières de l'Europe en opération d'accueil, bisounours, des réfugiés ou de sauvetage des naufragés. Culpabiliser enfin une nouvelle fois les Européens pour leur imposer de nouvelles vagues d'immigrants. Et il est sans doute à prévoir que les attentats de novembre dernier donneront lieu à de nouvelles manipulations. On l'a dit tout à l'heure, la référence aux Belges, on a même évoqué des Belges d'origine française, est quand même un bel exemple. 2015, c'est aussi la radicalisation de la répression et de la surveillance étatique. Les attentats servent partout en Europe de prétexte à l'adoption de nouvelles législations répressives qui visent principalement à limiter les libertés essentielles, à augmenter les pouvoirs de la police administrative et judiciaire et surtout à organiser l'espionnage de toutes les communications et la censure d'Internet, c'est-à-dire le seul espace de liberté d'expression et de dissidence numérique en Europe. Alors, bien sûr, ces mesures sont censées lutter contre le terrorisme. Mais les lanceurs d'alerte, comme Snowden, nous ont bien montré que derrière ce qui est censé permettre de lutter contre le terrorisme, en fait, débouche très vite sur l'espionnage de toute la population. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Le Patriot Act, au départ, prévoit effectivement, comme chez nous, sous surveillance judiciaire, des présomptions de terrorisme. Ça s'est transformé en surveillance mondiale de la population, d'abord américaine, puis population mondiale, surveillance à laquelle les gouvernements européens se sont associés, ce sont les complices. Et déjà, les attentats de novembre dernier ont débouché sur l'état d'urgence, bien sûr, prolongé, sur la limitation d'ailleurs des réunions, des manifestations publiques. On évoque aujourd'hui la création d'un régime civil d'état de crise, pas trop ce que ça veut dire, et bien sûr, d'ores et déjà, la mise en œuvre de la possibilité de bloquer des sites Internet appelant au terrorisme, et comme le dit le ministre de l'Intérieur, aussi appelant à la haine. Nous sommes dans un domaine déjà très flou. Il est clair que la tentation est énorme pour le pouvoir de se servir d'une partie de ses moyens pour les mettre au service de la répression contre la dissidence politique et intellectuelle. Nous en avons parlé déjà aujourd'hui. Répression qui cesse de se renforcer. Censure des comptes Twitter et harcèlement judiciaire sur le mouvement Pédiga en Allemagne, censure des comptes Facebook en France, sanctions contre les journalistes dissidents, décision de retirer les aides au pluralisme de la presse pour les journées de droite dissidentes qui vient d'être prise, censure des vidéos identitaires sous YouTube en France,
et poursuites judiciaires à répétition intentées contre les responsables et les élus populistes partout en Europe. Car en Europe, on lutte plus sûrement contre les dissidents politiques que contre les djihadistes. Le terrorisme n'est pas vraiment l'ennemi du système, en effet. Au contraire, il contribue à diffuser la peur dans l'opinion et donc à la rendre réceptive à la mise en place de mesures de plus en plus liberticides censées garantir la sécurité. Vous avez peut-être vu dans le Figaro du 18 novembre, première page du Figaro, « Les Français prêts à restreindre leur liberté pour plus de sécurité ». Nous y voilà, nous y voilà. Et puis surtout, la surveillance remplit une fonction très importante pour le système aujourd'hui. La surveillance des communications permet de prendre le contrôle de la population. Elle permet de mieux que les sondages d'analyser et de prévoir le comportement des gens et donc d'anticiper leurs réactions et de prendre les mesures qu'il faut. 2015, c'est aussi, on a eu l'occasion de l'évoquer cet après-midi, la radicalisation du caractère carcéral de l'Union européenne, comme l'a montré notamment la crise de la dette grecque. La crise de la dette grecque illustre un des principes de fonctionnement de la zone euro, c'est-à-dire la zone, je vous le rappelle, où les peuples européens ont perdu leur souveraineté monétaire au profit des banques et des institutions financières. Eh bien, cette crise grecque a montré que ces principes n'étaient pas renégociables, même par un gouvernement démocratiquement élu, même par un pays en pleine crise économique et sociale. C'est ce qu'a dit M. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, le 29 janvier 2015. Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Ce qui revient à dire que nous vivons désormais, comme au temps du pacte de Varsovie, dans un régime de souveraineté limitée. On n'a pas le droit de modifier les traités qui sont devenus un carcan. Et vous avez sans doute lu ce qu'a déclaré le commissaire européen chargé du commerce, qui négocie en secret en ce moment le futur traité transatlantique, et qui a déclaré « Je ne reçois pas mon mandat des peuples européens ». Pour l'oligarchie de Bruxelles, les Européens n'ont qu'un droit, en effet, celui d'acquiescer à leur servitude. 2015, c'est enfin la radicalisation du grand remplacement migratoire en Europe. Toutes les ruses de la désinformation ne peuvent cacher que 2015, c'est déjà la réalisation des prévisions de Jean Raspail dans le camp des Saints. Même si Jean Raspail avait prévu que les migrants venaient du Bengale, ce qui n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, nous voyons la réalisation du chaos migratoire, hier à Lampedusa et à Calais, aujourd'hui en Grèce, en Macédoine, en Hongrie, en Serbie, en Slovénie, en Bavière et aux frontières de l'Autriche. Ce chaos n'est cependant ni fortuit ni inéluctable, car il correspond au projet mondialiste de destruction de l'homogénéité des nations européennes, projet auquel contribuent tous les gouvernements européens vassalisés. Il correspond aussi, il faut le dire, au souhait constant du patronat de faire venir en Europe une manœuvre servile, bon marché. Les gouvernements européens organisent ainsi sciemment le grand remplacement, dont les trois piliers sont l'immigration de peuplement, l'avortement de masse et bientôt l'euthanasie des vieux Européens. 2015 marque sur ce plan une nouvelle étape dans ce véritable coup d'État migratoire que conduisent les gouvernements, avec la décision inspirée par Mme Merkel de répartir de façon autoritaire les immigrants entre les États, sans consultation des citoyens, que l'on somme ainsi de cohabiter avec des intrus comme le font et comme le faisaient dans le passé les billets de réquisition des armées. Évidemment, cohabitation que se garde bien sûr de faire pour elle-même l'oligarchie qui vit toujours dans des zones protégées. Dans ce contexte catastrophique, la dissidence est cependant un signe d'espoir pour nous tous. La dissidence nous annonce trois bonnes nouvelles. D'abord, elle annonce que la glaciation idéologique qui nous a été imposée commence à fondre comme la banquise et que la parole commence à se libérer. Et ça, c'est essentiel, parce que le verbe est nécessaire à la circulation des idées et parce que le verbe annonce toujours l'action. Les dissidents intellectuels et médiatiques posent les questions essentielles que le système s'est efforcé d'occulter et que la classe politique, engluée dans ses mensonges et ses compromissions, n'a plus le courage d'aborder. On l'a vu avec Renaud Camus,
un écrivain. L'expression « le grand remplacement », elle n'a pas été inventée par un politicien, elle a été inventée par un écrivain dissident. Comme le roman de Michel Houellebecq, « Soumission », a fait plus pour la prise de conscience du fait que notre civilisation se couchait devant l'islamisation que tous les raisonnements, et a réduit en néant et a balayé tous les discours politiciens bisounours sur le sujet. Grâce aux dissidents, les débats de société redeviennent, au sens propre, radicaux. Oui, l'année est radicale. C'est-à-dire qu'ils portent désormais sur la racine des choses. La querelle essentielle aujourd'hui, qui nous réunit, je crois aujourd'hui, porte sur notre identité et notre souveraineté, et aussi la place du marché dans la société. Il s'agit d'une question essentielle et pas politicienne. Il s'agit de savoir comment redonner aux Européens, comment nous redonner la maîtrise de notre destin, de notre espace et de notre avenir, comme le font partout les autres peuples. Pour reprendre la formule cursive de Philippe de Villiers, le choix se situe désormais entre la dissidence ou la dimitude, c'est-à-dire entre la soumission au système, qu'elle soit de nature religieuse, culturelle, politique ou économique, et la volonté de changer le système. Seconde bonne nouvelle, la dissidence sert à remonter les murs porteurs de demain. C'est ce que disait Alexandre Solzhenitsyn. Il ne faut pas se leurrer. Le système gouverne mal, il nous protège mal, mais il se défend bien. S'il est impuissant à empêcher le terrorisme, il est très fort pour essayer de museler les Européens. Ceux qui croient qu'il suffira d'un bulletin de vote pour faire tomber le système se trompent d'époque, puisque nous ne vivons plus en démocratie, mais en post-démocratie. C'est nécessaire, le vote, mais ce n'est pas suffisant. Comme hier, pour l'URSS, il n'y a pas de perestroïka possible à l'intérieur du système. Le système a apporté la preuve qu'il restait définitivement sourd aux attentes des nations et qu'il ne reculera devant rien pour maintenir son pouvoir. Manipulation politique et électorale, coups tordus et provocations en tout genre, chantage économique, embargo, répression judiciaire, désinformation de masse. S'il faut du courage pour entrer en dissidence, il faudra donc encore plus de courage et de volonté pour changer le système. C'est pourquoi le courage et la volonté deviennent de nos jours les vertus dissidentes du long terme. Car nous préférons les vertus aux valeurs. Notre civilisation, je suis désolé, ne s'est pas bâtie sur des valeurs, mais sur des vertus. Vertus gauloises, vertus romaines, vertus chrétiennes. Ne l'oublions pas. Troisième bonne nouvelle, la dissidence n'est pas seulement européenne, elle est mondiale. Il faut comprendre dans quelle époque nous vivons, ce que les médias de propagande s'efforcent de nous cacher en permanence. À l'âge de la mondialisation, l'offensive du système ne se déploie pas seulement au plan français et européen. Son action est mondiale, puisque le système vise à instaurer un gouvernement mondial. C'est le cœur du projet cosmopolite. La grande querelle de notre temps oppose désormais, d'un côté, les tenants du mondialisme, libéral, libertaire, de la déconstruction de la nature et des nations, du chaos migratoire, de l'esclavage économique, de la marchandisation du monde sous protectorat américain. C'est ce qu'on nomme, par antiphrase sans doute, le nouvel ordre mondial. De l'autre, les défenseurs de la liberté et de la diversité du monde, du droit des peuples à préserver leur identité, leur souveraineté, leur culture, leur religion, leur civilisation, leur nature et leur espace. Les partisans d'un monde multipolaire. Il ne faut pas oublier que la prétention à détruire le monde pour mieux le gouverner, qui est au cœur du projet cosmopolite, se heurte de plus en plus à la résistance des autres civilisations. Cela signifie que s'il y a de plus en plus de dissidents en France et en Europe, ceux-ci ne sont pas seuls, car ils comptent aussi dans leur rang désormais la Chine, l'Inde, la Russie, les autres puissances émergentes, qui ne veulent pas non plus d'une McDonaldisation du monde. C'est ainsi plus de la moitié de la population mondiale qui est de fait entrée en dissidence avec nous et non pas contre nous, comme voudraient nous le faire croire les médias de propagande. Mauvaise nouvelle pour les oligarques. La dissidence ne se termine donc pas avec la conclusion de cette première journée. Il y a 7 ans, nous organisions la première journée de la réinformation. Nous étions 50. Aujourd'hui, première journée de la dissidence, nous sommes 600 d'après les derniers décomptes. La dissidence ne fait que commencer, la dissidence ne fait que s'amplifier, car l'avenir ne sera pas conformiste, il sera comme toujours dissident.
Je vous remercie. Merci beaucoup Michel, merci à vous tous de nous avoir rejoints pour cette très belle journée. Merci Gabriel, c'était un plaisir de co-animer avec toi aujourd'hui. Avant que vous ne vous ruiez par groupe de 600 dans un escalier qui permet un passage à 7 de front, je vous propose de garder un peu de temps pour passer sur les stands. Il y a aussi le stand de Polémia. Aidez-nous, une belle journée comme ça s'organise. Donnez-nous un coup de main, vous avez des livres à acquérir, des signatures à aller chercher, et puis des dons à faire, une petite partie de sacrifice qui commence là aussi. Bon retour à vous tous, et dès lundi matin, bonne dissidence.